c'est un discours du professeur Ibrahima Thioub que j'ai l'insigne honneur de représenter à cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Premier ministre du Canada, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, représenté par le professeur Amadou Abdoul Sow, directeur général de l'Enseignement supérieur, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Canada, Monsieur le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada au Sénégal, Excellence, Madame l'ambassadrice du Sénégal au Canada, Excellence, Monsieur l'ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies à New York, Excellence, Madame l'ambassadeur du Canada en France et Sherpa du Premier ministre pour la francophonie, Excellence, Madame l'ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité, Excellence, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique au Sénégal, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Madame et Messieurs les recteurs des universités, Messieurs les doyens et directeurs du FR, Madame, Messieurs les membres du personnel d'enseignement et de recherche, chers collègues, chers membres du personnel administratif, technique et de service, chers étudiants, chères étudiantes, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités en vos titres, grades et qualités. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en ce moment solennel, a le plaisir de recevoir son illustre hôte, Monsieur Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, qui nous a fait l'honneur de cette visite aux fins d'ouvrir une discussion avec la communauté universitaire. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi d'abord, au nom de la communauté universitaire, de remercier son Excellence, Monsieur Justin Trudeau, pour l'honneur, l'attention et l'estime qu'il nous manifeste en ayant inscrit dans l'agenda de sa visite une séance de discussion de près de 2 heures de temps avec nos étudiants, enseignants et distingués invités. Excellence, je voudrais, après ces mots de bienvenue, partager avec vous quelques réflexions sur la dimension panafricaine de notre institution, fondement de notre politique de coopération universitaire mise au service de la construction du commun destin que partagent le Sénégal et le Canada, pays amis de très longue date. En prélude au débat qui nous réunit, je voudrais revenir sur l'héritage que nous avons en partage avec le Canada, insister ensuite sur le rôle du Canada dans les réformes en cours sur les questions éducatives et finir par quelques attentes dans le domaine de la coopération internationale, notamment avec votre pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, notre université est un centre d'excellence dans un pays de paix. Le Sénégal, pays de la Teranga, de l'hospitalité en Wolof, havre de paix, de liberté, réputé par son attachement à la culture, aux idéaux de démocratie et de justice. Protégé depuis sa fondation par des franchises et à la pointe de la marche du pays et du continent vers les idéaux de paix et de progrès, l'Université Cheikh Anta Diop, appelée communément UCAD, est héritière de longue date de la présence française en Afrique, puisque nous avons fêté le centenaire de l'école de médecine en 2018. Premier établissement d'enseignement supérieur en Afrique francophone, elle compte aujourd'hui près de 79 000 étudiants se répartissant en 24 nationalités, a été le creuset de la formation de plusieurs générations de cadres africains. Il en a résulté une masse critique, une dynamique panafricaine et francophone qui a été d'un apport décisif dans le mouvement panafricain des années d'indépendance à nos jours. Du Maroc au Congo, du Niger au Cameroun, les étudiants africains ont ainsi construit des parcours professionnels, politiques et culturels qui ont durablement configuré les visions et les projets des élites africaines, notamment francophones, des années 50 et 60. Nos alumni, présents dans tous les domaines de la vie et des États, sociétés et entreprises du continent, en sont aujourd'hui l'expression vivante. En cet amphithéâtre historique dénommé Khali Amar Fall, qui a reçu d'éminentes personnalités telles Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc,
en 1964. Monsieur René Maheu, secrétaire général de l'UNESCO en 1970. Nelson Mandela en 1992. Federico Mayor en 1997. Et dernièrement, Marcelo Rebelo de Souza en avril 2017, le président du Cap-Vert, professeur Jorge Carlos de Almeida Fonseca de la République du Cabo-Verde en novembre 2019. En cet amphithéâtre, donc, nous avons condensé du legs historique de notre pays et de l'Afrique en marche. Nous sommes alors en droit de dire que vous avez devant vous en partage quelques représentants de la jeunesse africaine ouverte aux quatre vents du monde, soucieuse d'inventer la nouvelle Afrique, cette Afrique engagée sur les chemins sinueux de la liberté, de l'innovation et de l'émancipation sociale. Et sur cette voie, l'UCAD est attentive au progrès du Canada en Afrique, à votre attachement à la liberté qui vous a valu hier d'avoir été aux avant-postes du combat contre l'apartheid. C'est le lieu, Monsieur le Premier ministre, de magnifier le leadership de votre pays au sein des casques bleus sur le théâtre du continent africain. Nous savons aussi que votre pays est un partenaire dynamique des universités africaines et participe à ce titre à accompagner dans les réformes académiques qui sont en cours, notamment sur les questions d'éducation. On peut citer la Fondation Paul Guérin-Lajoie, qui est une organisation emblématique sur les questions d'environnement et de liberté. Il est donc rassurant de voir que votre gouvernement a relancé la coopération avec l'Afrique dans l'approche des relations internationales, comme en témoigne la tournée en cours commencée il y a quelques jours en Afrique de l'Est, en Éthiopie, en Somalie, au Rwanda, en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, au Sénégal et d'autres encore. C'est donc un rapprochement qui s'opère ainsi avec l'Afrique dans la politique canadienne, comme en témoigne la présence dans votre gouvernement et dans votre délégation d'officiels d'origine africaine de haut rang. Je veux citer à ce titre le ministre Champagne, ministre des Affaires étrangères, mauricien d'origine, ainsi que le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussein, somalien d'origine. On ne peut ignorer que c'est là l'expression de la diversité au cœur de l'humanisme francophone que nous bâtissons au quotidien dans les épreuves de la mondialisation en cours. Excellents chers collègues, je salue à nouveau votre présence en insistant cette fois sur votre statut d'enseignant, car vous avez passé plusieurs années à enseigner le français, les mathématiques et d'autres matières à Vancouver, comme l'indique votre notice biographique. La communauté universitaire qui vous reçoit en ce moment est donc fière de rappeler que vous avez en partage cette lourde charge d'assurer l'encadrement de la jeunesse vers les horizons d'un monde nouveau, ouvert à la diversité, à l'inclusion et à l'émancipation sociale. Comment la coopération avec le Canada peut-elle donc ouvrir l'UCAD et au-delà le Sénégal à ces horizons nouveaux? Largement ouvert sur son environnement régional, l'UCAD a mis en œuvre des approches innovantes de professionnalisation et de service à la communauté dans son nouveau plan stratégique 2018-2023. Dans ces deux domaines de la professionnalisation et du service à la communauté, les universités canadiennes ont déjà largement prouvé leur expertise, comme le révèlent les programmes en cours d'exécution avec nombre d'entre elles. Celles de Laval, de Montréal, de l'UQAM, du Québec à Chicoutimi, de Moncton, Toronto, de Vancouver, Sherbrooke, etc. Avec toutes ces universités, nous développons des programmes de pointe depuis plus d'une dizaine d'années, adossés au plan Sénégal émergent et notamment au PSEJ Jeunes. Notre démarche développe des formations innovantes dans divers domaines avec le soutien de 7 écoles doctorales. Dans une démarche inclusive, nous initions progressivement des programmes de recherche et d'enseignement en étroite association avec nos partenaires, dont les universités canadiennes, en tenant compte des opportunités, des évolutions en cours dans les domaines du numérique, des nouvelles économies, de la protection de l'environnement, de l'exploitation des ressources naturelles, de la gouvernance locale, etc. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, cette histoire de la coopération avec le Canada, en particulier, les universités canadiennes participent du choix des politiques
publics, le PSC en l'occurrence, qui ont misé sur la formation du capital humain comme ressource première de notre développement. Et nous sommes honorés de dialoguer avec vous sur ces orientations qui fondent notre action au profit de la jeunesse et qui sont susceptibles de nourrir ce débat. Nous terminons cette adresse de bienvenue en vous assurant de notre volonté à toujours œuvrer pour le renforcement des relations d'amitié et de fraternité tissées entre nos deux pays dans le domaine qui est le nôtre, l'institution académique au service de la jeunesse et du développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers collègues et étudiants, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Chers étudiants, chers amis, Monsieur le vice-recteur, distingués invités, bonjour. Tout d'abord, merci de m'accueillir à l'UQAD, un lieu empreint d'histoire où ont été formés de nombreux leaders qui ont laissé leur marque sur le Sénégal. Je suis arrivé il y a quelques jours déjà et je comprends bien maintenant pourquoi la teranga sénégalaise est légendaire. Vous savez, avant de faire le saut en politique, j'étais enseignant. Et je dois vous avouer que parfois, les salles de cours et les jeunes me manquent. Les événements comme celui-là, où j'ai la chance d'échanger avec des étudiants, sont donc parmi mes préférés. Je suis donc très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui. Il y a quelques semaines, nous avons célébré l'arrivée non seulement d'une nouvelle année, mais d'une nouvelle décennie. L'année 2020 marque un véritable tournant dans notre histoire commune. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'avenir qui les attend, sur les tendances, les défis et les opportunités qui définiront notre époque. Nombreux sont ceux qui se demandent à qui appartiendront les 10 prochaines années. Pour ma part, j'ai tendance à penser que l'avenir appartiendra à ceux et celles qui sauront innover et concrétiser de nouvelles idées, à ceux qui feront preuve d'audace et d'ambition. À l'aube de cette nouvelle décennie, les défis auxquels le monde est confronté transcendent les frontières, les changements climatiques, le terrorisme, les épidémies, les cyberattaques, les écarts sociaux qui persistent, qui s'aggravent. Ce sont des enjeux qui nous touchent tous, d'une façon ou d'une autre. Votre génération le sait mieux que quiconque. D'abord, ces défis font partie de votre quotidien. Vous les étudiez en cours. Vous les voyez aux nouvelles. Dans certains cas, vous en avez même fait l'expérience. Mais au-delà des défis et des enjeux, ceux qui ont grandi dans l'ère de l'information saisissent également les opportunités que présente cette époque nouvelle. Je ne vous apprends rien en disant que vous maîtrisez les nouvelles technologies un peu mieux que vos aînés. La technologie et l'innovation jouent un rôle toujours plus important au sein de l'économie mondiale. À travers le monde, les jeunes en profitent. Ici au Sénégal, cette génération branchée, votre génération, s'affirme comme un moteur de croissance. You're starting new businesses. You're innovating. You're building the future to which you aspire. A future that is more just, more prosperous, and more promising. Dans les dernières années, le Sénégal est devenu un pôle commercial majeur, non seulement sur le continent africain, mais sur l'échiquier mondial. Le Sénégal a tant d'atouts, et c'est en partie en raison de sa jeune main-d'œuvre instruite et motivée. Les pays du monde en prennent note, et le Canada ne fait pas exception.
Les jeunes sont déjà des leaders qui nous montrent la voie à suivre à bien des égards. Les jeunes Sénégalais et la jeunesse africaine plus largement en témoignent. Mais pour relever les grands défis de notre époque, pour saisir pleinement les opportunités de demain, les jeunes doivent pouvoir compter sur des gouvernements qui, eux aussi, sont prêts à innover. Au Canada, au Sénégal et ailleurs, les dirigeants se doivent de travailler ensemble pour assurer la réussite de ceux qui nous ont élus. C'est à nous de créer les conditions propices à votre épanouissement. À nous de vous donner les outils nécessaires pour occuper les emplois de demain, pour renforcer nos communautés, pour vous dépasser. Et c'est ce qui m'amène ici, aujourd'hui. Le Canada et le Sénégal entretiennent des liens solides, des liens historiques qui reposent notamment sur une langue et des valeurs communes. Je pense par exemple à la diversité religieuse. Les musulmans et les chrétiens vivent ici non seulement en harmonie, mais aussi en amitié. Comme vous, les Canadiens savent que la diversité fait notre force. Nous sommes également tous deux des porte-paroles visionnaires de la francophonie contemporaine et nous collaborons au sein de plusieurs organisations multilatérales. Cela dit, je crois qu'une grande partie du potentiel entre le Canada et le Sénégal, et de façon générale entre le Canada et l'Afrique francophone, demeure encore inexploité. Le continent africain est là où j'effectue ma première tournée internationale de l'année et de la décennie parce que je veux que ça change. Je veux que les entrepreneurs canadiens découvrent le talent, le savoir et le marché africain. Je veux encore plus que vous fréquentiez nos universités et que nos jeunes fréquentent les vôtres. Je veux multiplier les partenariats dans des domaines comme l'intelligence artificielle, la lutte contre les changements climatiques, l'utilisation durable des ressources naturelles, l'innovation, la santé et l'aérospatiale. Je veux faire passer notre partenariat à un niveau supérieur. L'engagement du Canada à devenir un partenaire encore plus solide pour le Sénégal et pour la jeunesse africaine s'exprime en deux temps, soit sur le plan bilatéral et sur la scène internationale. Le but de notre visite cette semaine est de célébrer la relation très spéciale que le Canada entretient avec le Sénégal et surtout d'intensifier notre partenariat. Hier, par exemple, j'ai participé à l'inauguration d'un nouveau bureau du Centre de recherche pour le développement international pour l'Afrique de l'Ouest. Our goal is to support innovation and research that is being done here, to make sure that young scientists and entrepreneurs can put their ideas into practice. En 2018, nous avons également annoncé l'initiative de chaire de recherche africaine OR Tambo, qui a pour but de faire progresser la recherche et l'innovation sur le continent. Nous venons tout juste d'annoncer le nom des 10 chercheurs africains qui bénéficieront de ce nouveau programme visant à soutenir leurs travaux. Ces jours-ci, les Canadiens et les Sénégalais se penchent sur les mêmes questions. On s'inquiète des écarts qui persistent. Les écarts entre hommes et femmes, entre riches et pauvres, entre régions rurales et urbaines, qui font obstacle à notre prospérité commune. Le président Sall et moi en avons beaucoup parlé au fil des ans et nous avons resserré notre collaboration pour les combler. Depuis le début de mon mandat, l'une des priorités phares de mon gouvernement est de faire avancer l'égalité des sexes chez nous et ailleurs. Parce que aucun pays ne peut espérer atteindre son plein potentiel sans la participation de tous ses citoyens.
Nous avons réalisé des progrès importants au cours des dernières années. Au Canada, nous avons un Conseil des ministres paritaire et ici, près de 50% des parlementaires sont des femmes. Mais encore aujourd'hui, les femmes se voient refuser des opportunités simplement parce qu'elles sont des femmes. Mais en plus, il faut souligner que les obstacles auxquels les femmes sont confrontées ne sont pas toujours les mêmes. Les personnes dont l'identité se situe à l'intersection de différents groupes font face à des obstacles additionnels. Je pense par exemple aux expériences des femmes handicapées. La discrimination fondée sur le sexe se manifeste dans nos milieux de travail, dans nos écoles et dans notre vie de tous les jours. Les femmes le savent trop bien. That's unacceptable. We must do better. Souvent, les fossés commencent à se creuser dans les salles de cours ou même avant, lorsqu'on décide qui mérite une éducation, qui mérite une chance de réussir. Or, l'éducation devrait être le droit de tous et non le privilège de quelques-uns. C'est pourquoi mon gouvernement s'est engagé à appuyer l'égalité des sexes à tous les niveaux et dans tous les domaines. Hier, nous avons annoncé un nouvel investissement dans l'éducation des jeunes Sénégalaises qui travaillent dans les domaines comme la science, les mathématiques et l'innovation. Des domaines où les femmes sont encore sous-représentées. We're also making similar investments in young Canadian women because we know that innovation and technology will play an even bigger role in tomorrow's economy. Creating jobs is just one part of the equation. We also have to make sure young people have the right skills to take on those new opportunities. Sur la scène mondiale, le Canada s'attaque aux grands défis auxquels notre monde est confronté avec ses partenaires. La lutte contre le terrorisme, les cyberattaques, la pauvreté. Mais la plus grande menace à laquelle nous faisons face, non pas en tant que pays, mais en tant que monde, ce sont les changements climatiques. Nous travaillons avec les pays de l'Afrique pour atténuer les conséquences du réchauffement planétaire, pour protéger l'environnement et pour bâtir des économies plus vertes. Dans le cadre de notre présidence du G7, j'ai travaillé de près avec le président Sall et avec l'ensemble des partenaires à la table du G7 pour élaborer la charte sur les plastiques dans les océans. Cette initiative rassemble gouvernements, entreprises et membres de la société civile autour de la santé de nos océans. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour l'environnement, mais pour l'économie, puisque des milliers d'emplois dépendent de nos littoraux et de nos eaux. Le réchauffement planétaire, la pollution plastique, la montée du niveau de la mer, la surpêche, tout ça menace le gagne-pain de nombreux travailleurs. This is not a Canadian or a Senegalese issue. This is a global issue. Before coming to Dakar, I was in Ethiopia to attend the African Union Summit. And one of the things we talked about was the blue economy and how we can work together to harness the potential of the oceans in a way that is sustainable. To ensure the prosperity of our communities and our economies well into the future, countries around the world must rethink the way we do things. And once again, young people are paving the way forward. Vous savez, lorsque mon gouvernement est arrivé au pouvoir en 2015, nous nous sommes engagés à renouveler la relation que le Canada entretient avec le Sénégal et le continent africain dans son ensemble. Je suis ici aujourd'hui parce que je veux approfondir encore plus les liens qui nous unissent. Comme on dit au hockey, on a l'avantage de la glace. Nous parlons la même langue, nous avons les mêmes valeurs et surtout, nous partageons les mêmes ambitions. Comme vous, nous voulons contrer les effets d'un climat
qui se dérèglent. Comme vous, nous voulons combler les écarts, créer des emplois, encourager l'innovation, assurer la sécurité de tous et veiller au bien-être de chacun. Ces jours-ci, nombreux sont les pays qui prônent leurs différences, qui se définissent par les enjeux qui leur sont propres, par les avantages qui font leur exception. À première vue, le Canada et le Sénégal peuvent paraître comme deux endroits très différents, situés sur deux continents, séparés par un océan. Mais adopter une vision aussi étroite du monde, c'est mal comprendre les défis auxquels nous sommes tous confrontés. C'est de se priver non seulement des solutions, mais des opportunités qui sont à notre portée. Et vous, les jeunes, vous le savez mieux que quiconque. Mes chers amis, cette nouvelle décennie peut être le début d'un nouveau chapitre pour le Canada et le Sénégal, pour les jeunes Canadiens et la jeunesse africaine. Le Canada veut être votre partenaire à part égale et à part entière. Je nous invite donc à oser la collaboration, à faire preuve d'imagination et d'ambition. L'avenir auquel nous nous aspirons est à portée de main. À nous de le saisir, non seulement en tant que partenaire, mais en tant qu'ami. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Mais là, on passe à la partie de cette rencontre. Vous allez pouvoir me poser des questions, partager vos préoccupations, me demander comment ça se passe au Canada. Comme on dit en québécois, on va jaser un peu. Alors, à vous de lever la main et de me poser quelques questions. Vous, monsieur, en plein centre. Good morning, Mr. President. Welcome to Senegal. I have two questions. The first is, today we say, in the Middle East, the France, United States, and China, Russia, but why don't you? Sorry, today we say what? What word are you? The Middle East, The Middle East. especially in Palestine, we see there the China, the Russia, the France, but we don't see you there. Why? Okay. And your second question? The second is not a question, but it's something that hurt me at heart. Because we are us done. We want to go to Canada to develop our skills, but it's so hard to go there. And I want you to help us to better understand why. Thank you. First question, why don't you see me in the Middle East? I just came back from a trip to Kuwait. I was in Kuwait meeting with the Emir and the Prime Minister talking about Canada's significant role in the Middle East in the fight against Daesh. We are present on the ground in Iraq fighting against Daesh. We are involved tremendously in settling things and helping out in the Middle East. But I will admit, we don't take as much space in the conversation. Canada has always preferred to be helpful in substance and not just in words. Secondly, I hear you and I understand and I know there are so many extraordinary young people in Senegal and across West and all of Africa who are interested in coming to Canada to study, to build their lives, to build a future. Canada is a country that is built on immigration, and we've been extremely successful with that. And big part of that has been extraordinary students from Senegal and elsewhere coming to Canada to study in universities, some choosing to stay and build their lives in Canada, others choosing to return back home with the skills they have to contribute to their country's well-being.
we accept many, but I had a good conversation with le président Macky Sall in which we agreed we were going to do more and make it easier and bring more students from Senegal to Canada because it is a richness for both of our countries and opportunities for you. Merci pour votre question. Prochaine question. Peut-être, j'aimerais alterner hommes et femmes. Donc, vous, madame, juste là. Merci de m'accorder la parole. Je suis mademoiselle Précieuse Ondongo. Je suis étudiante en 3e année de sciences agroalimentaires à l'université Amadou en Pateba de Dakar et je suis d'origine congolaise de Brazzaville. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai 2 questions. La première, pensez-vous que l'octroi des bourses d'études du gouvernement canadien aux étudiants africains est-il géré de façon efficiente par nos gouvernements africains? Et la deuxième question, est-ce que l'État canadien pourrait-il vulgariser et créer des conditions à travers leurs ambassades dans le continent africain pour faciliter les procédures d'obtention des visas d'études afin de nous éviter de s'exposer à la merci des agences écrans qui souvent nous trompent? Merci. Non, c'est une très, très bonne idée. D'abord, l'argent qu'on investit dans des bourses et dans des programmes qui aident les jeunes Africains à venir au Canada, c'est de l'argent des contribuables canadiens, ceux qui payent des impôts au Canada. Et on se doit à tous les jours de s'assurer que cet argent soit dépensé de la bonne façon. C'est primordial pour nous pour pouvoir démontrer qu'on peut avoir confiance dans nos systèmes et dans nos programmes et il y a des réévaluations constantes pour s'assurer qu'on est en train d'aider de la bonne façon et que l'aide se rend aux bonnes personnes pour atteindre les objectifs désirés. Je suis sûr qu'on doit toujours essayer de faire mieux, mais je peux vous assurer qu'on est en train de s'assurer qu'on investit à la bonne place et dans les bons programmes pour vous aider et pour tisser des liens encore plus serrés entre nos 2 pays. Deuxièmement, on vient juste de mettre en place un programme accéléré d'accès à des visas étudiants ici au Sénégal. Il y a juste 2 pays en Afrique qui ont accès à ce programme-là, c'est le Maroc et le Sénégal, parce que on sait que la qualité des étudiants, de l'implication et du processus peut être améliorée certainement pour ces 2 pays. On regarde comment agrandir ce programme pour faire d'autres pays dans l'Afrique, mais on reconnaît que de faciliter l'approche et de privilégier et de donner des informations directement par l'ambassade, c'était extrêmement important. On reconnaît qu'il y a des gens qui essayent de se montrer experts, essayent de dire qu'ils peuvent faciliter l'obtention d'un visa ou d'une permission. Il faut que je souligne que les seules personnes qui peuvent vous offrir ou vous aider dans les visas, c'est ceux qui travaillent dans l'ambassade canadienne. Il y a énormément de gens qui cherchent à faire des profits en faisant des promesses, et ça, pas particulièrement au Sénégal, mais partout dans le monde, qui font des promesses à des gens qui veulent vraiment venir au Canada, qui n'ont aucun moyen de livrer. C'est l'ambassade qui va pouvoir vous aider et toute l'information sur toute obtention de permission de visa est en ligne sur le site officiel du Canada et je vous recommande de consulter là d'abord. Il y a même des avertissements sur ce que des gens peuvent et ne peuvent pas vous promettre. Effectivement, il y a des gens qui peuvent aider dans le processus, mais attention à ceux qui essaient de promettre une issue garantie ou non. Il n'y a personne qui peut offrir ça. C'est le gouvernement qui fait ces processus-là. Mais merci pour la question, mademoiselle. Une autre question. Vous, monsieur. My name is Babakar Drame. I'm a sophomore student in the English department. So, I'll join the audience to extend the Prime Minister a warm welcome. Welcome to the Dakar University, Miss the Prime Minister. So my question is about NAFTA, North American Free Trade Agreement, which your country is part of. So we've heard Donald Trump said repeatedly that NAFTA is a disaster and that she wants to replace it. Are you in the same wavelength with Donald Trump?
And does your country take advantage of NAFTA? Thanks, man. Thank you for your question. I'll answer it in English and then I'll repeat it and expand on it in French. Canada is a country that understands how important trade is. We've always had more natural resources than we've had a domestic market to be able to benefit from all of our natural resources. So trade has always been essential to us. And trade with the United States, our closest partner both geographically and in so many ways culturally, has been a cornerstone of the Canadian economy. When the current American president, Donald Trump, got elected, he announced that he wanted to renegotiate NAFTA. So we sat down, we renegotiated the North American Free Trade Agreement, and we are now in the process of ratification and hopeful that in the coming months, a renewed and improved NAFTA will be in place. C'est important, évidemment, d'assurer les échanges commerciaux avec les États-Unis, qui sont notre marché le plus proche et le plus grand marché dans le monde. Mais c'est aussi important de démontrer ce que des gens portent des anxiétés par rapport à ça à travers le monde, que le commerce international, c'est positif pour une économie. Parce que ça, dans une ère de populisme, de protectionnisme, les gens s'inquiètent que le commerce international va nous faire perdre des emplois. C'est vrai que ça a un impact sur la composition des emplois à l'intérieur d'un pays, souvent. Et c'est vrai aussi que même si les échanges commerciaux créent toujours de la richesse, c'est pas garanti que cette richesse sera distribuée de façon équitable. Et donc, ce que le Canada s'est efforcé à faire depuis plusieurs années, c'est de s'assurer que les échanges commerciaux, les accords commerciaux soient bons, pas juste pour les grandes multinationales canadiennes, pas juste pour l'économie et le gouvernement canadien, mais pour les travailleurs et les familles canadiennes d'un bout à l'autre de notre pays. Et avec cette approche qui parlait à l'intérieur de nos accords de libre-échange des droits des femmes, de l'importance de la protection de l'environnement, des droits des travailleurs, on a pu rassurer la population canadienne que même dans un moment où le monde devient un peu plus protectionniste, on peut créer des accords qui bénéficient à tout le monde. Et au cours des 5 dernières années, le Canada est devenu le seul pays du G7 avec un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. On est le pays qui a un accès privilégié à 2/3 de l'économie mondiale. On a signé des accords multilatéraux énormes avec l'Amérique du Nord, avec l'Europe et avec presque une douzaine de pays de l'Asie. Mais il y a encore énormément à faire et je peux vous dire que j'entretiens avec beaucoup d'intérêt des conversations avec mes amis, les leaders africains, sur le pacte de libre-échange continental ici en Afrique qui se prépare et d'offrir que le Canada serait très intéressé d'être partenaire ou moins d'être accompagnateur dans ce processus de libre-échange parce que nous avons de l'expérience très positive avec du commerce international qui bénéficie à tous les différents partis. Et ce sera toujours notre priorité. Merci pour votre question. Question, une demoiselle de ce côté-ci, peut-être. Oui, vous, madame. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour à tout le monde. Nous vous souhaitons d'abord la bienvenue au Sénégal et nous vous disons que nous sommes très ravis de votre visite. En parcourant votre discours, vous avez parlé du volet économique. Et il y a une chose, un débat qui tient à cœur au Sénégal, il s'agit du pétrole et du gaz. Et je ne vous ai pas entendu mentionner cela. Et aussi, j'ai entendu dire que d'ici 2030, plus de 4000 entreprises vont s'implanter au Sénégal dans le domaine du pétrole et du gaz. J'aimerais savoir quelle est la part du Canada par rapport à ce rendez-vous, bien sûr.
Très bonne question. Le Canada est depuis longtemps un pays producteur de pétrole. On est un pays qui a de très grandes réserves pétrolières. On a développé au fil des décennies une expertise extrêmement sophistiquée dans l'innovation, dans la science, dans la technologie, de l'énergie. Mais on n'est pas juste un pays de pétrole, évidemment. On est extrêmement fiers que plus que 80% de l'électricité produite au Canada est renouvelable, c'est-à-dire surtout de l'hydroélectricité, mais aussi de l'éolienne solaire et d'autres. Alors, nous sommes un pays qui comprend tout à fait l'importance pour l'économie, pour les emplois du secteur énergique. En même temps, nous faisons face à une réalité qu'on est dans un monde qui est en train de changer. Les voitures électriques commencent à prendre énormément de place dans notre système de transport au Canada et ailleurs dans le monde. Les gens comprennent que les émissions de carburants fossiles représentent un vrai défi pour la planète en termes de changement climatique. Alors oui, on regarde des renouvelables, mais en même temps, le monde a encore besoin de pétrole et va en avoir besoin pendant plusieurs années. Alors, oui, sûrement des opportunités ici au Canada et au Sénégal, et le Canada veut faire partie des solutions, veut accompagner le Sénégal dans le développement de vos ressources énergétiques pour créer plus de réussite et d'indépendance. Mais en même temps, au Canada, on comprend très bien qu'on ne peut pas développer nos ressources pétrolières en mettant en péril l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, en ne pas se préoccupant de l'environnement et de l'impact sur l'environnement de l'exploitation des carburants fossiles. Alors, il y a un équilibre à aller chercher toujours entre assurer qu'on est en train de développer de façon responsable et propre nos ressources, tout en préparant un avenir qui sera moins dépendant du pétrole. C'est pour ça qu'en même temps que vous êtes en train de commencer à regarder un avenir de développement du pétrole, c'est si important que vous continuez à développer un avenir ancré dans d'autres sources d'énergie. Et surtout, bien que les ressources naturelles vont toujours être importantes pour une économie comme le Sénégal, la plus importante ressource, c'est toujours les ressources humaines. C'est vous, innovants, ambitieux, optimistes et prêts à regarder les opportunités qui vont venir dans un monde en plein changement. Et sur ça, et à tous les niveaux, le Canada est heureux et a hâte de continuer d'être votre partenaire. En arrière, en vert. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Hadija Aïchaka. Je suis étudiante en géographie deuxième année. Je voudrais accentuer ma question sur un seul axe. Tout à l'heure, vous avez énuméré quelques problèmes que le Sénégal, je dirais plutôt les pays africains rencontrent, tels que le réchauffement climatique, etc. Mais je voudrais savoir quelle analyse faites-vous du problème de l'emploi au Sénégal, sachant que tous les étudiants qui sont ici, dans cet amphithéâtre, ont pour objectif de devenir un cadre demain, d'avoir un bon travail. Mais il se trouve qu'au Sénégal, le problème de l'emploi, c'est vraiment autre chose. On peut faire ses études, avoir tous les diplômes qu'il faut, mais on n'arrive pas à trouver un bon emploi. Donc, je voudrais savoir quelle analyse faites-vous de cela et est-ce que le Canada, dans sa collaboration avec le Sénégal, a des stratégies pour régler ce problème? Merci. Excellente question et ça va peut-être vous désoler de l'entendre, mais le Canada, oui, a des pistes de solutions, mais la réalité, c'est que nous, on fait face exactement au même problème. Et c'est un problème répandu à travers le monde que, si on revient quelques décennies,
si vous obteniez un diplôme universitaire, bravo, vous allez avoir un emploi. Maintenant, il y a plein de gens avec des diplômes universitaires qui ont des vrais défis à trouver des emplois. Parce que l'économie est en train de changer. Les besoins du marché de main-d'œuvre sont en train d'évoluer, des choses comme la robotique, l'intelligence artificielle, la mondialisation changent la nature et la composition des travailleurs et du travail dans un pays, surtout un pays qui se développe aussi rapidement avec un taux de croissance aussi élevé que le Sénégal. Alors, l'important, c'est que on comprenne pas seulement c'est quoi les défis d'aujourd'hui dans le marché du travail pour les jeunes, les diplômés et les travailleurs, mais de quoi va avoir l'air demain, le marché du travail dans 10 ans, dans 20 ans, et comment se positionner pour pouvoir y travailler et réussir en tant qu'individu, en tant que pays. Parce que la réalité, c'est que un grand nombre d'emplois que vous allez faire dans 10 ans n'existent pas actuellement aujourd'hui. Peut-être pas au Sénégal, mais peut-être pas dans le monde. C'est à ce point-là que le monde est en train de changer. Alors, comment vous préparer pour ce monde-là? Parce que on a besoin que vous atteigniez votre potentiel, que vous puissiez travailler fort pour ajouter de la valeur à ce que vous faites, pour appuyer, pour élever une famille, pour contribuer à votre communauté, pour contribuer à votre pays, à votre monde. On a tous besoin de ça. Alors, il faut regarder quels seront les défis de l'avenir, quels seront les outils de l'avenir. Évidemment, la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques vont être essentielles. L'habileté avec les ordinateurs, les innovations techniques en programmation, entre autres. Mais aussi de reconnaître que des travaux qui se faisaient de façon manuelle vont être de plus en plus automatisés et les salaires vont être plus élevés, la valeur de ce que vous faites va être augmentée, mais il va y avoir moins d'emplois dans plusieurs secteurs. Mais avec cette évolution vers moins d'emplois dans certains secteurs, il y a de nouveaux secteurs qui se développent. Il y a 50 ans, il n'y avait personne qui gagnait sa vie en programmant des jeux vidéo. Mais maintenant, c'est une industrie énorme à travers le monde. Et au Canada, on a énormément de jeunes qui travaillent dans cette industrie-là. Alors, le truc, l'essentiel, c'est que le gouvernement, vos institutions et vous-même, comprenez que ça va prendre une capacité d'innover, une capacité d'être flexible, une capacité d'apprendre, non seulement pendant que vous êtes à l'université, mais pendant toute une carrière au travail. Et aussi beaucoup des emplois que vous allez faire et que vous allez pouvoir créer par votre travail. Ça va être en tant que par l'entrepreneuriat. On voit que les gens qui se cherchent un emploi, qui n'en trouvent pas, mais qui décident de se créer un propre emploi, de devenir entrepreneur, de voir un problème auquel on peut proposer une solution, d'aider dans la communauté, de trouver des façons d'améliorer la vie de ses concitoyens par l'entrepreneuriat, par l'innovation, va être de plus en plus important. Pendant longtemps, les gens rêvaient à se faire embaucher par une grande compagnie qui allait pouvoir leur donner un parcours jusqu'à la retraite. Mais de plus en plus, les gens veulent essayer différentes choses, veulent se créer leur propre emploi. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est tellement un levier de réussite et de succès, particulièrement pour les femmes. Et le Canada investit énormément chez nous dans l'entrepreneuriat féminin.
Et on a aussi des programmes à travers le monde. J'ai eu une rencontre avec des femmes en Éthiopie qui ont bénéficié d'un programme canadien, qui ont aidé avec de l'accès au capital, qui leur a pu développer des emplois. Une entreprise qui a livré énormément d'emplois pour d'autres Éthiopiens. Donc, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution facile, mais c'est dans ces réflexions-là que nous allons pouvoir vous préparer pour ce dont on a tous besoin que vous fassiez dans les années à venir. Merci pour la question. Une autre question. Vous, monsieur, en chapeau, vous êtes très patient. Oui. Bonjour, monsieur le Premier ministre. C'est Abdou Sarr, étudiant en Master 2, département de géographie. Monsieur le Premier ministre, dans votre introduction, vous avez dit que la plus grande menace du monde aujourd'hui, ce sont les changements climatiques. Et aujourd'hui, dans le continent américain, on voit des chefs d'État comme Donald Trump des États-Unis et Bolsonaro du Brésil qui ne croient pas à ce phénomène. Et je voudrais savoir quels sont vos rapports par rapport à ces deux climato-sceptiques sur ce domaine. Ma deuxième question, c'est que êtes-vous prêt à porter la voix de l'Afrique, qui est le continent le plus touché par les changements climatiques? Et on connaît que aussi c'est le continent qui participe le moins sur les changements climatiques. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci. Et vous soulignez une des injustices profondes des changements climatiques, c'est que ceux qui ont contribué le moins à la pollution aux gaz à effet de serre vont être ceux qui sont touchés de façon la plus grave dans les années à venir. C'est vrai pour l'Afrique, mais c'est aussi vrai, par exemple, pour le Nord canadien. On a des peuples autochtones, des Inuits, on sait que les régions arctiques sont extrêmement fragilisées par les changements climatiques et c'est des gens qui ont un impact énorme à tous les jours des changements climatiques déjà, qui n'ont pas du tout contribué ou presque pas à l'échelle planétaire. C'est pour ça que c'est une responsabilité globale à nous tous de faire ce qu'on peut et ce qu'on doit faire pour lutter contre les changements climatiques. Mais évidemment, on a vu dans plusieurs démocraties, incluant le Canada pendant un certain temps, que même quand la population disait « on veut s'attaquer au changement climatique », les gouvernements savaient qu'ils n'avaient pas trop besoin d'exiger des changements des citoyens parce que les gens ne voulaient pas nécessairement vivre des difficultés ou des impacts personnels dans leur consommation, dans leur choix de véhicule. Alors pendant longtemps, même si on savait de façon intellectuelle qu'il fallait protéger l'environnement, l'action n'a pas été aussi concrète qu'elle devrait l'être. Pendant 10 ans, au Canada, on a un gouvernement qui me précédait, qui était moins enthousiaste par rapport à la lutte contre les changements climatiques. Mais heureusement, si le gouvernement fédéral était un peu moins présent dans cette lutte-là, nos villes et nos provinces et nos territoires, eux, ont pris de l'avance, ont pris la relève. Et c'est un peu ce que je vois aux États-Unis et ailleurs, que même si le gouvernement fédéral n'en fait pas une priorité, il y a des grandes villes aux États-Unis, il y a des États aux États-Unis, et surtout, il y a des entreprises, des grosses compagnies, et même énormément de citoyens qui voient qu'il faut agir. Et c'est pour ça que le Canada, en 2015, on s'est rendu à Paris pour la conférence des partis et on a pu être très utile en tant que pays qui a changé de cap de façon radicale, de résister la lutte au changement climatique pour devenir leader contre les changements climatiques à Paris, qui a aidé le monde à trouver les accords de Paris. On a joué un petit rôle, mais un rôle significatif. Et cette année, on se rend à Glasgow, au Royaume-Uni,
pour continuer cette lutte, pour rassembler encore plus le monde, et je peux vous promettre que le Canada, oui, absolument, va lutter, mais pas pour et pas être la voix du continent africain, mais va lutter à côté et avec et en partenariat avec des voix fortes venues d'Afrique, venues des petites îles du Pacifique, venues des Caraïbes, venues des endroits dans le monde où il y a énormément de vulnérabilité. Nous reconnaissons que l'atmosphère s'en fout de où la pollution est émise et donc les frontières ont moins d'importance. Nous devons tous de travailler ensemble et on va continuer de mettre de la pression sur ces leaders qui résistent encore à cette responsabilité que nous avons envers les générations futures. Il y a un dicton autochtone au Canada qui dit « On n'hérite pas la terre de nos grands-parents, on l'emprunte de nos petits-enfants. » Et c'est pour ça qu'il faut en faire encore plus. Question au milieu. Vous, monsieur, en cravate. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Je vous remercie pour la parole accordée. Alors, je me présente Chérubin Michel Nzinga, titulaire d'un Master 2 en droit et de nationalité congolaise. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de beaucoup de choses dans votre discours, mais je ne vous ai pas entendu sur un phénomène très particulier, qui est celui de la fuite des cerveaux. Alors, s'il y a un domaine dans lequel le Canada est vraiment très attractif, c'est celui-là. Est-ce que ma question est celle de savoir si, à travers le système d'immigration que vous avez mis en place, est-ce que, quelque part, vous ne vous sentez pas coupable, en quelque sorte, de vider l'Afrique de ses cerveaux? Est-ce que, si vous voulez, la meilleure façon d'aider l'Afrique, ce ne serait pas, par exemple, d'implanter les entreprises canadiennes ici en Afrique, d'encourager certes des bourses d'études, mais ensuite de permettre, à travers des systèmes ou des programmes d'aide de retour aux volontaires, pour que l'Afrique continue à bénéficier bien évidemment de tous ces cerveaux. Je voudrais simplement signifier qu'il y a un rapport du Fonds monétaire international qui date de 2016 qui fait part de cet exode vers les pays européens. Selon ce rapport, d'ici à 2050, 34 millions d'Africains seraient concernés par la fuite de cerveaux. Donc, du coup, ma question, est-ce que le Canada va continuer à vider l'Afrique de ses cerveaux? Merci. C'est une très bonne question. Mais c'est ancré, je pense, dans une perspective un peu trop limitée de l'impact de l'immigration. Et je vais avouer, le Canada, pays de 37 millions de personnes, à côté des États-Unis, plus que 300 millions de personnes, on est très vulnérable et on a été très vulnérable souvent à la fuite des cerveaux. Des chercheurs américains, des Canadiens, des médecins canadiens qui se faisaient offrir des postes extrêmement bien payés, mieux payés que nous, on pouvait offrir aux États-Unis. Et oui, ça a été une préoccupation politique pour nous de temps en temps. Et on a perdu de grands chercheurs et de grands médecins, de grands Canadiens qui se sont rendus aux États-Unis. Mais en même temps, ces gens restent Canadiens. Ils restent fiers de leur pays d'origine, leur pays qui leur a donné les opportunités de s'épanouir professionnellement. Et pas tous, mais souvent, ils finissent par revenir. Ou ils restent attachés à leur pays natal. Ils sont reconnaissants des opportunités qu'ils ont pu bâtir chez eux et ailleurs. Et nous, ce qu'on voit, d'abord, le Canada est un pays qui a bénéficié énormément
de l'immigration, de gens qui ont quitté leur terre natale pour bâtir un meilleur avenir pour eux, pour leurs petits-enfants. Et on reconnaît, on est endetté envers beaucoup de pays dans le monde qui nous ont envoyé des gens qui avaient l'ambition et qui avaient le courage d'aller outre-mer, parfois avec presque rien dans les poches, pour se créer une nouvelle vie loin de leur foyer, loin de leur famille, de leurs amis, de tout ce qu'ils connaissaient. L'immigration est une source de richesse pour le Canada, mais aussi pour le monde. Parce que ce qu'on a reçu, c'était justement des perspectives diverses, des expériences diverses qui ont informé nos communautés, notre société, notre pays. Mais ça vient effectivement avec une obligation. Et c'est pour ça que nous investissons tant ici en Afrique en éducation. C'est pas juste pour prendre vos meilleurs étudiants et les amener au Canada. C'est aussi pour aider à ce que ceux qui choisissent de rester, qui restent, puissent créer des opportunités, des avantages ici. Parce que les inégalités dans le monde, c'est contre ça qu'il faut lutter. Le fait que les gens ne trouvent pas qu'il y a des opportunités ici, dans leur domaine, et donc ils veulent aller ailleurs. Pourquoi on va et on continue d'investir dans les entrepreneurs ici en Afrique, dans les compagnies, dans les opportunités pour créer des emplois ici. Et je peux vous dire que des Canadiens d'origine africaine sont extrêmement motivés à pouvoir partager leur succès ou leurs opportunités avec leurs amis, leurs cousins, leur grande famille chez eux. Et ce qu'on est en train de voir, c'est un monde qui est tellement en train d'accélérer son développement que même si ça a déjà été vrai qu'on pouvait faire l'argument d'une perte pour un pays pour gagner à un autre, dans un autre, on parle beaucoup plus de système gagnant-gagnant. On est en train d'attirer énormément d'étudiants de l'Afrique au Canada. Plusieurs d'entre eux vont devenir citoyens canadiens, mais beaucoup d'entre eux vont revenir avec ce qu'ils ont pu apprendre pour le mettre au service de leur pays. Et je pense que l'important, c'est de permettre à tous et chacun de faire leur choix. Parce que, en conclusion à notre histoire, le Canada n'est plus préoccupé par la perte des cerveaux. Les 3 millions de Canadiens qui œuvrent partout dans le monde, un peu dans le monde diplomatique, mais surtout en entreprise, dans différentes compagnies autour du monde, ramènent beaucoup au Canada, même s'ils ne sont plus au Canada. Et ce brain drain, disons que ces jours-ci, il y a énormément de chercheurs américains et de médecins américains qui choisissent de quitter les États-Unis pour venir s'installer au Canada parce qu'on est plus ouvert, on est plus engagé et on est un pays qui, pour l'instant, articule bien des valeurs qui leur sont plus importantes que l'approche actuelle américaine. Alors, il y a des allers-retours toujours et c'est ça qui fait la richesse du monde. Alors, bonjour monsieur et bienvenue au Sénégal. Dans votre réponse à une personne tout de suite, vous aviez dit que le Canada avait aussi des problèmes d'emploi. Et nous savons que vous venez juste de dire que vous facilitez l'immigration d'une certaine façon. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, avec la facilitation de cette immigration, beaucoup de gens vont vouloir venir au Canada parce qu'il y a beaucoup d'opportunités au Canada. Ma question est de savoir quel est le regard des citoyens canadiens aujourd'hui face à tout cela avec la montée de mouvements anti-immigration. Donc, voilà ma question. Merci beaucoup. Merci. C'est une très, très bonne question, une question importante. Parce que oui, on a des défis au niveau de trouver des emplois et de créer des emplois pour nos universitaires, et on en a.
comment on peut en même temps être rassuré que l'immigration, s'il y a des gens qui arrivent d'ailleurs dans le monde pour remplir des emplois, pour être bons pour des Canadiens. Les Canadiens ont compris depuis longtemps que l'immigration n'enlève pas des emplois, ça crée des emplois. Notre ville, une de nos grandes villes aux prairies, au milieu du Canada, Winnipeg, amenait peut-être 500 immigrants par année il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Depuis, on a augmenté jusqu'à 15, 20 000, des dizaines de milliers d'immigrants qui arrivent à Winnipeg. Et le taux de chômage est passé d'autour de 8 ou 9 % à 5 %. Amener des gens de partout dans le monde est un bénéfice pour le Canada, pour les Canadiens et pour le monde. C'est un gain net à notre planète. Parce qu'on crée des opportunités, on crée de la richesse, on crée des avantages économiques. Et les Canadiens, même dans un moment où effectivement il y a des sentiments anti-immigration un peu partout dans le monde, moi, ce qu'on me demande de faire constamment au Canada, et les Canadiens me le demandent, et on a un ancien ministre de l'Immigration qui est maintenant ministre de la Famille, Ahmed Hussein, qui est ici avec nous, et lui, il disait, écoute, c'est le seul ministre d'immigration dans le monde, peut-être, à qui la plainte la plus commune qu'il entend de ses citoyens, c'est « on n'accepte pas assez d'immigrants ». Parce que le Canada a compris que la diversité est une source de force, est une source de croissance, est une source de créativité et d'innovation. Mais la raison pour laquelle les Canadiens sont aussi positivement enclins à l'immigration, c'est parce qu'au fil des années, les gens qui viennent au Canada créent des emplois, se trouvent des emplois et contribuent à notre communauté et à notre richesse. C'est parce qu'on a mis en place des systèmes d'apprentissage d'anglais, de français, de formation et d'encouragement pour que les gens soient acceptés. Vous avez peut-être vu, il y a plusieurs semaines, la tragédie terrible en Iran où il y a l'avion, le vol ukrainien qui a été abattu. Il y avait sur ce vol 57 Canadiens, à peu près toutes d'origine iranienne, et 138 personnes sur ce vol de 180 personnes qui étaient en route pour le Canada. Des étudiants, des visiteurs, des membres de famille de Canadiens, des résidents permanents. Et ça a été une tragédie pour l'Iran. Ça a été une tragédie pour les Canadiens d'origine iranienne. Mais ça a été une tragédie aussi pour les Canadiens qui n'étaient pas d'origine iranienne. Parce qu'au Canada, un Canadien, que ce soit un Canadien depuis 3 ans ou depuis 3 générations, on est égal. Pas juste devant la loi, mais aussi dans la perspective que nous avons sur qui est Canadien. Si je dis un Sénégalais typique, ou un Camerounais typique, ou un Français typique, ou un Japonais typique, dans votre tête, déjà, se déclinent ou s'identifient certains traits, certaines caractéristiques, certaines réalités, stéréotypes de ce pays-là. Mais le Canada, au fil des années, a su développer une identité canadienne qui n'est pas basée sur une identité superficielle, comme la couleur de la peau, ou la religion, ou même la langue, ou l'histoire, mais sur des valeurs communes et partagées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intolérance ou de racisme au Canada, il y en a.
On a encore des défis à ce niveau-là, comme tous les pays du monde. Mais d'emblée, il y a une acceptation que quelqu'un de complètement autre que nous-mêmes peut être aussi Canadien que nous. Et ça, c'est une richesse que nous avons, dont les Canadiens sont fiers, mais aussi qui est de plus en plus importante à partager dans le monde. Dans un monde où 60 millions et plus de personnes se voient réfugiées, se voient déplacées de leur maison à cause de guerres, à cause de changements climatiques, à cause de défis économiques. Et c'est très facile, quand on fait face à quelqu'un qui est autre, de souligner ses différences, de ne voir que quelqu'un qui est contraire à nous à bien des niveaux. Mais la seule façon d'avoir les solutions et d'avoir une vraie résilience dans nos communautés, c'est de se prêter à l'écoute et de tendre la main à l'autre. Imaginez pour un instant que vous voulez monter une équipe pour résoudre un problème qui vous tracasse, un défi quelconque. Quand vous montez cette équipe-là, voulez-vous rassembler des gens du même village, qui sont allés à la même école, qui ont toutes la même historique familiale, qui sont peut-être toutes des hommes ou toutes des femmes? Voulez-vous des gens qui se ressemblent pour essayer de solutionner de façon créative un nouveau problème? Ou voulez-vous des gens qui approchent ce même problème de toutes sortes de différentes perspectives? D'une religion ou d'une autre, d'une expérience vécue d'une autre, d'un homme, d'une femme, de l'un et l'autre, qui vont dire, chez moi, on approche ce problème de cette façon-ci ou de ce problème-là, de cette façon-là. C'est ça la richesse de la diversité, mais ça exige un niveau de confiance en soi pour pouvoir s'ouvrir à d'autres façons de faire, à d'autres réalités. Et c'est pas facile, ni pour le Canada, ni pour personne d'autre. Mais je sais que dans ce monde de plus en plus interconnecté, les pays qui vont réussir, les communautés qui vont réussir, vont être ceux et celles qui s'ouvrent vers l'autre, qui sont ouverts à changer leur façon de penser s'il y a quelqu'un qui arrive avec un bon argument, qui sont prêts à apprendre à être différents eux-mêmes quand ils sont confrontés par la différence de l'autre. C'est tellement facile de voir l'autre et de voir seulement comment on est différent. Mais c'est toujours vrai qu'on a bien plus en commun qui nous sépare au Canada et partout dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai tellement confiance quand je vois l'Afrique, quand je vois le Sénégal, quand je vois les jeunes d'aujourd'hui qui sont ouverts et curieux et prêts à accepter les autres, quelle que soit leur différence. C'est là que je sais que notre avenir collectif est entre de très bonnes mains. Merci beaucoup tout le monde. Je disais merci infiniment, Monsieur le Premier ministre. Merci d'avoir tracé des axes extrêmement pertinents de collaboration entre le Canada et l'Afrique en général et le Sénégal en particulier. Merci surtout pour votre disponibilité, votre spontanéité bien canadienne qui aura permis à nos étudiants, dans un format qu'ils découvrent pour la première fois, d'échanger avec une personnalité de votre niveau. Vous aviez souhaité tout au début jaser avec eux. Je pense qu'on a bien jasé. Cela dit, j'appelle le conseil restreint de l'université
à monter, prendre une photo de groupe avec Monsieur le Premier ministre, Madame la directrice de la coopération, Madame la directrice des affaires culturelles, Excellence, Madame l'ambassadrice, Madame la représentante du président de la République à la francophonie, vous montez aussi à la tribune pour la photo de famille.